d'accompagnement, comment est-ce qu'on l'intègre dans le DUI. Donc, comme je vous le disais, on a souhaité vous proposer aujourd'hui ce sujet parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser la question et à arriver à un moment de votre projet numérique où vous vous posez la question de finalement comment intégrer ce projet personnalisé. C'est également un sujet métier puisqu'il aborde la pratique professionnelle et la manière dont sont mis en place les PPA au sein des structures. Donc, le collectif, dans son ADN, on a pour mission de favoriser le partage d'expériences. C'est la raison également pour laquelle on vous propose ce webinaire. Alors, à l'ordre du jour, un rappel finalement de ce qu'est un projet personnalisé. On va vous faire un rapide rappel réglementaire. Alors, juste quelques secondes. Excusez-moi. Ce truc. Excusez-nous, un petit souci technique. Ensuite, comment l'intégrer dans le DUI? Et ensuite, Marine et David vont nous faire leur retour d'expérience. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, vous le savez certainement, mais l'origine du projet personnalisé, c'est l'un des 7 outils exigés par la loi 2002. Il doit être élaboré dans les 6 mois suivant l'admission au sein d'une structure sociale et médico-sociale. On vous a remis les références réglementaires. La définition, c'est un outil de coordination visant à répondre à long terme aux besoins et attentes de la personne qui est accueillie dans la structure, dans une dynamique de parcours. L'objectif est favoriser l'expression et la participation de la personne accompagnée dans la conception et la mise en œuvre du projet qui la concerne. Et à minima, il faut réévaluer ce projet personnalisé tous les ans. On vous a rajouté la finalité. Alors, la finalité pour l'usager, c'est assurer un accompagnement personnalisé et individualisé, permettre à l'individu de se projeter dans son avenir, et ceci jusqu'à la fin de sa vie, donner du sens à la vie en institution et être considéré comme un citoyen à part entière. La finalité pour le personnel, c'est de revaloriser les actes du quotidien. On va en reparler, tous les professionnels sont concernés par le projet personnalisé. Favoriser la coordination des acteurs et partager les savoir-faire, les savoir-être. Et puis enfin, pour la structure, donner du sens à la mission d'accompagnement des usagers, promouvoir la bientraitance en respectant l'individu en tant qu'humain et citoyen. Et également pour la structure, c'est recevoir finalement une appréciation positive lors de l'évaluation externe. Alors également un rappel des étapes d'élaboration du PIA. On voit que le DUI pose justement beaucoup de questions par rapport à ça et remet en lumière certains éléments. Ce sont des recommandations de l'ANESM que nous vous citons ici. C'est l'évaluation des besoins dès le départ de la personne accompagnée, avec les représentants légaux également et puis les professionnels. La définition des objectifs. Alors Séraphin, on va y revenir pour le secteur PH. Et ensuite, on passe à l'édition du projet personnalisé qui doit être signé par la personne accompagnée ou son représentant légal. On prévoit également de mettre en place des évaluations intermédiaires, puisque on va le voir, le projet personnalisé, l'idée, c'est pas une fois qu'il est signé, de le classer et de plus le regarder pendant un an, mais bien de faire des évaluations intermédiaires pour ensuite pouvoir faire une évaluation globale. Alors, comme je le disais, tous les professionnels sont concernés. On vous a remis là un schéma, parce que d'un côté, il y a l'équipe pluridisciplinaire. Donc, tous les membres de l'équipe doivent être à l'écoute des résidents pour rechercher, susciter et accompagner leur participation afin qu'elle soit effective. Puis, il y a une co-construction dynamique entre la personne et les professionnels. Vous avez également le référent de parcours, donc l'équipe d'un côté et le référent de parcours, mais qui se coordonnent autour de la personne. Et quelle que soit la qualification des professionnels, finalement, tout le monde est concerné par le projet personnalisé, puisque tout le monde peut repérer des éléments autour de cette personne lorsqu'il l'accompagne au quotidien. Alors, après ce bref rappel, donc là, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment l'intégrer dans le DUI.
Donc, on vous a remis une cartographie fonctionnelle de la nappe, puisque le dossier usage informatisé permet le recueil de toutes les données et écrits professionnels utiles pour prendre en compte les besoins dans l'usager, afin de faciliter la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de son plan personnalisé d'accompagnement. Donc, vous voyez, hein, dans cette cartographie, on a bien toute la gestion du parcours de la personne, de l'admission, la gestion administrative, l'accompagnement avec la gestion du projet personnalisé, c'est une brique très importante et qui vit hein, dans le DUI. L'accompagnement à la santé, la coordination des acteurs, qu'ils soient internes ou externes à la structure, puis la gestion de la relation avec la personne protégée. Alors, par rapport aux indicateurs, la fonctionnalité du projet personnalisé, elle doit être bien utilisée dans le DUI, quel qu'il soit. Et même on sait qu'il y a des éditeurs qui laissent la possibilité de pouvoir l'intégrer sous PDF, mais à terme, cette fonctionnalité ne doit pas être utilisée. C'est bien le projet qui vit dans le DUI qui doit être renseigné au fur et à mesure. Donc, on vous a remis des précisions sur qu'est-ce qu'un dossier actif. Un dossier actif, c'est évidemment un dossier dans lequel il y a un projet personnalisé qui est en cours. On vous a remis également les indicateurs d'usage, hein, puisque dans les dossiers actifs, il y a le projet personnalisé. On a consacré un webinaire hein, sur ce sujet-là, on a des supports, donc si vous avez des questions sur les indicateurs, on pourra éventuellement, voilà, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter sur ces sujets-là. Pareil, un bref rappel de ce qu'est un dossier actif, un dossier ouvert, un dossier usage informatisé. On vous a également mis des ressources. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'évidemment, ce support, il vous sera transmis en fin de réunion. Et donc, vous pourrez cliquer sur ce texte et retrouver les sites web qui traitent, notamment ceux de l'ANS, qui traitent de ces sujets au niveau PA, PH et domicile notamment. Alors, je vais faire un petit focus pour le secteur des personnes en situation de handicap, parce qu'il y a la réforme Séraphin qui va s'appliquer. Alors, selon les dernières informations, c'est à partir du 1er janvier 2026, pardon. Voilà, sachant que ce que nous dit l'ARS, c'est que sous réserve d'évolution transmise par la CNSA, mais il y a une semaine, c'était encore cette date-là qui était annoncée. Et donc, sont concernées toutes les structures qui accueillent ou prennent en charge des personnes en situation de handicap. Donc là encore, on vous a remis des liens sur la réforme Séraphin. Et nos experts aujourd'hui, David et Marine, referont un petit point sur Séraphin, mais ce qui ressort, c'est que c'est vraiment important pour les structures PH qu'elles prennent en compte cette réforme et que les équipes en fait se saisissent du vocabulaire de la nomenclature Séraphin. Donc, il est important de retravailler également ce vocabulaire avec vos équipes. Pour en savoir plus, donc voilà, on vous a mis différents liens que vous pourrez retrouver lorsque vous aurez le support, à la fois sur la réforme, la nomenclature, voilà, l'actualité de ce sujet-là. Alors, avant qu'on aille un petit peu plus loin, on voulait vous poser des questions. Pour cela, on vous propose de scanner le QR code qui est en ligne. J'espère qu'il apparaît pour tout le monde. Et de répondre à la question, est-ce que le projet personnalisé est aujourd'hui renseigné dans votre DUI si vous êtes déjà arrivé à ce stade-là? Alors, à vos téléphones. Donc, on vous laisse encore quelques
quelques secondes pour répondre à cette question. Les réponses vont apparaître sur l'écran. Donc, on va passer à la diapo suivante. On vous redonnera une restitution des réponses après. Alors, Marine Revers représente donc la MICEP aujourd'hui. Elle est responsable du déploiement du dossier usager informatisé, pardon, du dossier informatisé de l'usager. Et elle est également déléguée à la protection des données pour la MICEP. Alors, juste avant, pardon Marine, de te laisser la parole, on a 69% des participants qui ont mis en place le projet personnalisé dans le DUI. Et on a donc 31% qui ne l'ont pas fait, donc peut-être parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce moment-là aussi de votre projet. On pourra, alors petite précision aussi, on vous laissera un petit peu plus de temps à la fin de la réunion, évidemment, pour échanger et peut-être pour compléter. Je te laisse la parole, Marine. Merci Alexandra, bonjour à tous. Dans un premier temps, il semble important de préciser que du coup notre association AMICEP est composée de plusieurs pôles et que j'ai été recrutée initialement en tant que chargée de mission pour déployer le DUI au sein du pôle personnes en situation de handicap qui est composé d'une vingtaine de services. Afin d'établir du coup la stratégie de déploiement du projet personnalisé au sein du dossier informatisé de l'usager, j'ai travaillé en binôme avec une cadre référente, Madame Prono, elle-même responsable de plusieurs services, donc un foyer d'hébergement ainsi que 3 SAVS URE UATP, services qui ont été du coup nos établissements pilotes. Donc, je vais donc maintenant vous présenter les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés pour déployer le projet personnalisé au sein du DUI. Donc, dans un premier temps, nous avons réalisé du coup un état des lieux de la méthodologie PIA sur chacun des services. Donc, les étapes d'élaboration, les professionnels concernés, les outils d'évaluation associés, ainsi que les différents supports de restitution du projet personnalisé. Donc du coup, le constat fut le suivant, donc des pratiques, des supports et des organisations très différentes d'un service à l'autre. Donc l'objectif de la directrice du pôle PSH, donc Madame Le Cadre, était bien le suivant, se servir du dossier informatisé de l'usager comme support d'harmonisation et de structuration du projet personnalisé. Donc du coup, en parallèle de cet état des lieux, on s'est approprié la trame proposée par le logiciel. Donc du coup, trame qui se base sur les recommandations de l'ANES et qui nous a du coup effectivement obligés à revoir du coup, nos procédures projets personnalisés et surtout d'en définir les différentes étapes et les différentes notions. Donc cette étape de définition nous a aussi également permis d'identifier du coup les écarts qu'il pouvait y avoir entre la trame proposée par le logiciel et nos différentes méthodologies présentes sur chacun des services. Et du coup, dans une démarche un peu qualité, nous a permis en fait d'identifier donc les axes méthodologiques à améliorer. Donc je pense notamment à l'ensemble des supports de recueil et de récolte
d'évaluation des besoins de la personne, des représentants légaux, mais aussi des différentes grilles d'évaluation que sont amenés à compléter les professionnels euh, pour évaluer les besoins de la personne. Mais également, cette démarche nous a également permis aussi de mettre en avant les atouts en fait de l'intégration du DUI, du PIA pardon, au sein du DUI. Donc notamment le fait de pouvoir permettre aux professionnels de s'approprier la nomenclature Séraphin. Donc nous, notre solution DUI en fait est Séraphin compatible. Donc en fait, dans notre trame projet personnalisé, elle oblige les professionnels, lorsqu'ils formulent un objectif, à se positionner dans la nomenclature des besoins et des prestations. Donc ça a permis effectivement de pointer cet avantage-là. Ça nous a aussi permis d'identifier que les professionnels avaient un besoin d'accompagnement sur la formulation des objectifs et des moyens. Il pouvait parfois y avoir des distinctions. Concernant les avantages que nous avons pu constater lors de cet état des lieux et la réalisation de ces procédures, c'est la dynamique du projet, donc la nécessité que le logiciel propose de réaliser des évaluations intermédiaires et globales. Donc, comme le disait Alexandra tout à l'heure, on ne réalise pas le PIA à une date et on le retrouve et on le ressort un an après. On est vraiment dans une dynamique projet qui nous invite tout au long de l'accompagnement à aller déposer des évaluations et des observations. Et enfin, un dernier point qu'on a pu remarquer lorsqu'on a retravaillé sur notre procédure PIA, qui est l'atout de l'intégration du PIA dans le DEI, c'est la possibilité pour chaque professionnel de consulter et d'alimenter le projet personnalisé à partir d'un seul et même support centralisé. Donc ça, c'était vraiment notre première étape d'état des lieux et de formalisation de nos procédures qui nous a permis en fait d'élaborer un plan d'action. Alors, petite question, on a dans le fil d'actualité, Marine, quel est le logiciel DUI utilisé? Alors nous, c'est Focat Résident. C'est l'entreprise AGM qui le développe. AGM Informatique. Donc, une fois que cette première étape a été réalisée, dans un second temps... Alors, est-ce qu'on leur pose quelques questions peut-être aussi? Oui. On voulait savoir, alors ce sont des questions interactives, c'est-à-dire que là, vous ne scannez pas de QR code, mais par contre, vous pouvez intervenir dans le fil d'actualité et éventuellement prendre la parole. La première question, c'est de savoir si vous-même une procédure de mise en place du projet personnalisé d'accompagnement dans le DUI, enfin pas dans le DUI, pardon, et sinon pourquoi tous les professionnels la connaissent-ils et est-elle conforme à la réalité? Je vous laisse réagir ou lever la main si vous souhaitez intervenir. Alors, Nicolas Pézeron, vous souhaitez intervenir? Allez-y. Bonjour, donc Nicolas Pesson, je suis chef de projet à la Fondation Grand Sauveur de Bégard. On a mis en place donc l'année dernière sur nos structures femmes, masse et EHPAD le logiciel NetSoin pour équiper nos équipes d'un DUI. Jusque-là, en fait, ils utilisaient le projet personnalisé, mais c'était uniquement papier. Donc là, en fait, le travail pour nous, c'est de l'intégrer dans le logiciel. Il y a pas mal de questions qui se posent du coup, donc on n'a pas forcément de procédure aujourd'hui, mais voilà, typiquement demain on a un atelier avec les personnes qui s'occupent des projets personnalisés sur les structures pour voir avec elles les difficultés qu'elles rencontrent et pour voir comment on peut finalement définir une espèce de procédure de mode opératoire. Et les questions qu'on se posait notamment, c'était vous avez parlé d'évaluation intermédiaire, d'observation. Moi, dans mon esprit, en fait, on a un projet personnalisé qui est réévalué tous les ans. Et du coup, là, les professionnels, la difficulté qu'ils rencontrent, en fait, c'est qu'ils ont besoin effectivement de mettre des choses au fil de l'eau dans le projet personnalisé. Mais en même temps, voilà, on a du mal à faire différence entre ce qui va être de l'observation, ce qui va être intégré dans le projet personnalisé. Comment on distingue ça, en fait, quoi. Et typiquement, voilà, on a un ergothérapeute qui va vouloir intégrer des choses dans le projet personnalisé. Mais on a défini que le projet personnalisé était plutôt en fait modifié par le référent, quoi.
comment vous avez pu traiter ce type d'interaction? Du coup, en fait, nous, notre logiciel, lorsqu'on formule un objectif, on va pouvoir indiquer du coup les moyens, mais aussi les professionnels qui vont être pilotes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être en charge de la réalisation de l'objectif. Donc, du coup, si on prend votre exemple, là, c'était un ergo, c'est ça? Ou un orthophoniste? Je ne sais plus. C'est un ergo, ouais. Voilà. Donc, si l'objectif associé, dans les moyens, il y a une mise en place de séances d'ergothérapie, qui en pilote, on retrouve l'ergothérapeute, et ben, du coup, dans les évaluations intermédiaires, c'est bien les professionnels qui sont en charge de la réalisation de cet objectif qui vont, du coup, dans notre mode opératoire, avoir, du coup, le droit de pouvoir déposer leurs observations, leurs évaluations intermédiaires et globales face à cet objectif. D'accord. Donc, si je comprends bien, les évaluations intermédiaires, c'est plutôt réalisé par un professionnel. Oui. Euh, Ou par et plusieurs, parce que du coup, parfois, il y a plusieurs professionnels qui participent à la mise en place d'un objectif, mais face à l'objectif, plusieurs professionnels peuvent déposer des observations. D'accord. Et Mm. l'évaluation globale, elle va vraiment être réalisée en équipe. Puis ça reprend l'ensemble des évaluations de l'année écoulée, en C'est fait. tout l'intérêt, en fait, effectivement, que l'ensemble des évaluations intermédiaires soient réalisées au fur et à mesure pour qu'effectivement, arrivé une fois un an après, on puisse en faire une synthèse, finalement, de l'ensemble de D'accord. ces évaluations intermédiaires déposées par plusieurs professionnels. D'accord. Merci beaucoup. Et puis du coup, d'où la nécessité, en fait, au préalable, de bien définir les objectifs, les pilotes et les moyens pour qu'effectivement, une fois que le PIA est signé, chacun puisse bien identifier bah, sur quel objectif il se positionne et là où est-ce qu'il va pouvoir déposer au fur et à mesure ces différents bilans. Ok. Merci. Alors, je vois pas d'autres mains levées. Pas de réaction dans le fil d'actualité, donc on va continuer. Marine, hop. On avait aussi d'autres questions. Avez-vous une démarche d'appropriation de la nomenclature Séraphin? Bah, ça, c'est plutôt pour les structures PH. Et en quoi Séraphin fait sens aujourd'hui dans votre structure? Alors, Marine, tu vas l'expliquer, hein. Pour vous, ça a vraiment fait sens dans les structures de la MICEP. On va y revenir. Oui. Mais est-ce que ça vous parle, dans structure peut-être PH ou même peut-être hors PH, hein, est-ce que vous avez peut-être aussi des procédures pour les structures, je pense au domicile ou PA, pour unifier un vocabulaire? J'imagine que c'est une question qui se pose beaucoup. Nicolas, vous souhaitez intervenir? Allez-y. Ouais. Du coup, ouais, nous, c'est vrai que sur la nomenclature Séraphin, elle est intégrée dans le logiciel, donc on la voit effectivement quand on crée un objectif. Par contre, c'est une démarche qui n'est pas lancée encore chez nous. Je ne sais pas trop d'ailleurs comment l'initier. Voilà, est-ce qu'il y a je sais pas, peut-être des organismes qui peuvent faire des formations là-dessus? Est-ce que c'est aux professionnels de se l'approprier par eux-mêmes? Enfin, je sais pas un peu comment vous avez pu travailler là-dessus. Bah, nous, sur la MICEP, alors, avant mon arrivée, il y avait une chargée de mission qui avait travaillé sur ces questions-là et qui avait été quand même faire une présentation de la nomenclature et commencer à travailler en fait sur des différents supports et des outils pour pouvoir accompagner les professionnels à cette sensibilisation-là, à ce vocabulaire-là. Je sais que du coup, moi, j'ai participé à des formations proposées par le CREAI et l'URIOPS qui font le lien entre le projet personnalisé et la nomenclature Séraphin également. Mais au niveau de la MICEP, effectivement, nous, en fait, le choix qu'on a fait, enfin, la directrice de pôle a réalisé, c'est effectivement, en fait, créer différents supports. Donc, on a créé un guide des objectifs et des prestations où, en fait, on a pu remarquer qu'effectivement, les professionnels pouvaient avoir des difficultés déjà à formuler les objectifs. Souvent, il y a une confusion entre objectifs et moyens. Donc du coup, en fait, on s'est aperçu que la nomenclature des besoins et des prestations pouvait accompagner du coup les professionnels aussi et soutenir en fait du coup la définition de ces objectifs. Donc voilà, nous on a construit un guide pour pouvoir les accompagner à cet usage. Et du coup, effectivement, là il y a le soutien aussi du logiciel FOCAT qui du coup est directement doté de Séraphin.
Donc, du coup, lorsque le professionnel formule l'objectif, directement en dessous, il est obligé de se positionner dans la nomenclature des besoins et des prestations. Donc, nous, notre guide, il vient en appui. Mais progressivement, de cette manière-là, le professionnel, on va dire, s'entraîne, parce que du coup, il n'y a pas encore d'enjeu, on va dire, financier aujourd'hui. Mais voilà, on est un peu dans une démarche d'appropriation progressive de la nomenclature par essai-erreur, parce que nous-mêmes, parfois, on n'a pas forcément les réponses à toutes les questions et on se base le plus sur le guide descriptif qui est proposé par la CNSA par rapport à Séraphin. Mais c'est vrai que ça permet, en fait, en amont des obligations là, qui vont arriver prochainement, de se poser aussi des questions en équipe et surtout donner un sens qualitatif, en fait, à cette nomenclature. Puis tu vas en Vous reparler, avez, Marie. Pardon. pardon. Vous avez parlé de deux organismes, dont l'Uriops et le premier, j'ai Le pas compris. CREAI, le CREAI. Ça s'écrit comment, ça? CREAI. C'est vrai, ok, merci. On pourra vous donner après les coordonnées de ces organismes. Et puis tu vas y revenir, Marine, hein. Là, on fait un focus sur Séraphin, mais finalement, le vocabulaire qui est utilisé pour enseigner les objectifs dans le projet personnalisé, il concerne aussi tous les secteurs. Vous êtes obligé côté PH de le faire, mais finalement, tu vas le dire, c'est un sujet qui permet quand même une meilleure coordination et une meilleure appropriation du projet personnalisé. Oui, complètement. Alors, du coup, effectivement, pour faire le lien avec d'autres fonctionnalités du logiciel, parce que ça semble indispensable, on utilise aussi beaucoup l'emploi du temps qui est proposé sur la solution FOCAT Résident. Et donc, du coup, finalement, entre le projet personnalisé et les objectifs qui sont annoncés et les différentes prestations qu'on propose aux personnes accompagnées, du coup, on propose aux professionnels de aussi faire du lien lorsqu'ils indiquent, par exemple, qu'ils font un atelier cuisine avec 3 personnes accompagnées. On les invite également, parce que le logiciel le permet dans l'emploi du temps, à aller indiquer à quel type de prestation l'atelier qu'ils proposent répond. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'avec une personne accompagnée, ils vont plus travailler les actes de la vie quotidienne ou est-ce qu'ils vont plus être sur de la communication avec autrui? Donc, c'est-à-dire, à l'aide d'un même support, on invite les professionnels à se positionner à l'aide de cette nomenclature des besoins et des prestations et à faire le lien avec le projet. Est-ce que ce que je propose répond bien aux objectifs du projet de la personne? Et du coup, le fait d'utiliser cette nomenclature permet effectivement d'harmoniser et d'avoir un vocabulaire commun. Si on poursuit effectivement sur la deuxième étape, donc suite à l'état des lieux, à l'élaboration de nos différentes procédures, du coup, on a été présenté cette nouvelle procédure d'élaboration du projet personnalisé, donc ces différentes notions, et la présentation de la trame proposée par le logiciel. Donc ça, sur chacun des services. Ce qui a forcément généré tout un tas d'échanges avec les différents professionnels des équipes pluridisciplinaires. Et également, forcément, du coup, une réorganisation aussi des modes opératoires, des plannings des prévisionnels, de l'élaboration des différents projets. Donc c'est vraiment cette étape-là. On n'est pas sur une étape où on va aller indiquer aux professionnels à quel endroit il faut cliquer pour aller déposer l'information, mais plus sur une présentation de la nouvelle méthode d'élaboration, tout en leur présentant rapidement, on va dire, le contenu de la trame proposée dans le logiciel. Mais c'est simplement dans un troisième temps où là, du coup, nous, ce qu'on a proposé au niveau de la MICEP, c'est d'en fait faire un accompagnement et une mise en pratique lors de la réalisation effective d'un projet personnalisé. Donc là, je pense qu'on est à l'étape 3, Alexandra. Voilà. Donc effectivement, donc, sur chaque service, moi, j'ai été proposé un accompagnement individuel à la prise en main de la trame. Donc au préalable, chaque professionnel, donc chaque référent, du coup, devait effectivement avoir réalisé la collecte de l'évaluation des besoins de la personne accompagnée, le recueil des attentes des représentants légaux, mais aussi le recueil des différentes évaluations des professionnels qui ont participé à la prise en charge de la personne accompagnée. Et c'est qu'une fois que le professionnel référent avait collecté donc l'ensemble de ces informations, que moi, du coup, avec lui,
on complétait du coup les différents éléments à compléter dans le projet personnalisé proposé par notre logiciel. Je tiens à préciser qu'effectivement, on a quand même une particularité sur nos différents services. Certains services sont dotés de coordinateurs de parcours. Donc du coup, sur les services où il y a des coordinateurs de parcours, moi j'ai fait une formation vraiment particulière aux coordinateurs, et c'est les coordinateurs qui accompagnent les professionnels vraiment à l'appropriation de cette trame et à l'appropriation du logiciel sur la partie PIA. Et par contre, sur les services sans coordo, donc ce qui est préférable, c'est que les responsables de service puissent se saisir et prennent en main cet accompagnement-là. Ce n'est pas toujours possible, parce que parfois certains responsables de service sont sur plusieurs services ou ne s'approprient pas de la même manière la méthode PIA. Donc là, de la même manière, j'ai proposé un accompagnement aux professionnels. Donc généralement, on réalise 1 ou 2 projets personnalisés. Donc le professionnel vient avec l'ensemble des données qu'il a pu collecter. On formalise les éléments ensemble dans le projet personnalisé. Et ensuite, lui, il vient en réunion pluridisciplinaire présenter et échanger du coup avec ses collègues et ensuite avec la personne accompagnée des éléments à apporter, modifier dans le contenu du projet. Et du coup, en plus de cette formation et de cet accompagnement, cette formation collective, de cet accompagnement individuel, au regard de mes fonctions de chargée de mission, je me rends effectivement aussi disponible au quotidien, donc par téléphone, par mail, en visio ou en rendez-vous individuel, pour pouvoir répondre aux questions des professionnels tout au long du coup de l'année, en fonction de leur planning prévisionnel d'élaboration des projets personnalisés. Alors là, on va vous demander encore une fois de scanner ce QR code, si vous ne l'avez pas déjà fait, afin de savoir si vous avez une équipe en charge du projet personnalisé dans votre structure. Alors c'est vrai que petit pas de côté aussi, hein, on entend PPA, PIA, voilà, donc nous on a indiqué projet personnalisé. Alors au niveau des réponses, est-ce que vous avez un coordonnateur de parcours au sein de la structure? On a 75% des personnes qui ont répondu oui et 25% non. Alors du coup, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez un coordonnateur de parcours parce que vous êtes une structure PH ou est-ce que c'est mis en place dans toutes les structures? Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu pourquoi vous avez indiqué oui, c'est une raison particulière à ça par rapport à la structuration? Et quelle est la raison pour laquelle vous avez mis non et puis peut-être que vous souhaitez le faire? Est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu vos réponses? Il y a des mains levées. Alors n'hésitez pas à lever la main pour intervenir. Je me pose la question dans le cas du déploiement des nuits. Dans le cadre de l'accompagnement, est-ce qu'il y a un coordonnateur de parcours dans le cadre de l'accompagnement? Ou est-ce que peut-être ça a été mis en place aussi, du coup, parce que vous avez un DU aujourd'hui? Peut-être vous pouvez prendre la parole, Frédéric Le Potier, pour préciser. Oui, bonjour. Donc Frédéric Le Potier, RSI Argoued. Dans le cadre, effectivement, j'avais cette question, puisqu'on a 2 approches. Actuellement, nous, on utilise aussi une grille supplémentaire par rapport à celle de Séraphin, qui est la grille Passpart, et dont on a adapté notre outil pour cela. Qu'est-ce que c'est que cette grille, du coup? Pardon, la deuxième, Oui. peut-être Frédéric préciser, qu'est-ce que la deuxième grille dont vous parlez? Donc la grille Passpart, c'est une méthode d'approche en fait réalisée au Québec
et que nous utilisons de plus en plus dans notre établissement et qui est plus complète que la grille Séraphin dans le cas des accompagnements. On a eu un travail notamment de correspondance à réaliser entre cette grille qui est utilisée chez nous et la grille Séraphin. On est à peu près à un match de 1 pour 1 à quelque chose près, mais elle est beaucoup plus détaillée en Passeparc qu'en Séraphin, en fait. Et les équipes se retrouvent plus facilement dans cette approche-là. Puis on a beaucoup investi sur ce sujet-là, en fait, depuis quelques années. Mais sans perdre de vue, justement, effectivement, les items Séraphin qui auront demain un rôle dans notre budget, dans notre financement aussi, puisqu'on a une sensibilisation dans l'établissement réalisée par la FISAF autour de Séraphin et autour des managers et directions. Alors après, pour revenir à la question, sur les équipes en charge des projets personnalisés, il n'y a pas d'équipe spécialement, puisque c'est généralement les professionnels qui réalisent le PPA en groupe, en fait, en équipe pluridisciplinaire. Mais ce n'est pas forcément toujours les mêmes équipes, en fait. Il y a plusieurs équipes. Par contre, ce qui est en charge, c'est que la clôture du PP, ou en tout cas la validation du PP, est réalisée par le cadre de service. C'est pour ça que j'avais un petit peu cette question-là, parce que c'est vrai qu'une équipe, c'est pas une équipe, c'est plusieurs équipes qui réalisent les PP. Et ils sont aussi différents en fonction des pôles, hein. Nous, on a un pôle enfance et un pôle adulte. L'approche des PP est aussi différente, hein, entre les deux pôles. Mais est-ce que vous avez une personne qui est quand même référente et garant, enfin, au-delà du chef de service, on va Oui, dire, la collecte et de la formalisation du projet avant échange en équipe oui, c'est ma collègue de la qualité de toute façon, puisque là, pareil, on est en mode actuellement on est encore en déploiement, on va pas tarder à passer en mode production sur notre D8. Donc là, on a formalisé la version numérique du PP, et pendant les formations, justement, on a eu pas mal de retours aussi autour de ces questions-là par les équipes d'accompagnement. Ça se précise, mais effectivement, c'est ma collègue de la qualité qui est plus en charge de cette partie-là, en fait. En tout cas, sur la partie déploiement. Ok. Et pour rebondir effectivement par rapport aux grilles d'évaluation, nous effectivement c'est le choix qu'on a fait aussi au niveau de la MICEP. Il y avait une grille d'évaluation qui avait été formalisée, travaillée avec les équipes. Et en fait on a fait le choix dans cette grille d'intégrer les items Séraphin pour qu'effectivement le vocabulaire commence à être imprégné par les professionnels, mais sans forcément toucher à notre grille d'évaluation qui a été Oui, tout à fait. travaillée. Voilà. Ouais, oui, parce qu'il y a un risque en fait de perdre un petit peu les équipes si on y arrive et qu'ils avaient déjà des grilles sur lesquelles ils travaillaient directement sur Séraphin. Je pense qu'il y a un gros rôle d'accompagnement là, sur ce sujet-là. Et on l'a vu justement dans l'information qu'on a eue, la FISAF, là, je pense qu'il y a une grosse prise de conscience que demain, effectivement, il va falloir jouer un petit peu avec ces grilles et savoir à quoi elles correspondent. Mais il y a encore que beaucoup de questions, donc je pense que c'est bien dans les établissements d'avoir quelqu'un qui puisse accompagner justement dans une cadre de certaines pratiques. On avait la question justement des enseignants. On a des enseignants spécialisés qui avaient du mal à s'y retrouver effectivement dans la grille Séraphin. Donc de les accompagner, de poser des questions quand on n'a pas les réponses aux institutions pour savoir effectivement quel est l'item qui correspond au niveau Séraphin, quoi. Parce qu'on a on a un petit cahier qui est assez bien détaillé, avec des définitions qui est disponible en ligne, hein, qu'on nous a fourni lors de la formation. Et je trouve que ça aide en fait à comprendre la nomenclature, en fait. Et je conseille beaucoup effectivement aux autres établissements de regarder déjà cette nomenclature, de voir effectivement comment sont décrits les différents items en fonction du type d'accompagnement, et vous allez gagner du temps en fait. Et normalement, elle est disponible, si je ne me trompe pas, sur le site de la NFH. C'est tout, je pense, pour cette question en tout cas.
Merci pour cette intervention. Alors, David Bertrand, on vous laisse faire votre retour d'expérience. Donc, je vous présente, vous êtes chef de projet SI pour l'ADAP Pays Noël Côte d'Armor. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Ouais, ok. Oui, je vais vous faire un petit retour d'expérience donc du déploiement du DUI. Alors nous, notre solution, c'est Vivality de CJ. J'ai été recruté il y a un peu plus de 2 ans pour justement notamment déployer cette solution. J'arrive d'un secteur où... Enfin, je découvre un secteur en même temps, parce que je travaillais absolument pas dans le médico-social avant. Donc c'était une grande découverte. Ce qui veut dire que le retour d'expérience que je vais mener là, c'est globalement, alors je vais reprendre beaucoup de choses que Marine a déjà dit, puisqu'il y a beaucoup je trouve, de choses un peu évidentes dans la démarche projet. Mais voilà, c'est aussi la particularité quand je suis arrivé, c'est que j'ai découvert le tout. Ça peut être un avantage, je pouvais poser des questions de béotiens, j'avais pas de jugement derrière. La première grande étape, avant même qu'on rentre d'ailleurs dans l'appel à projet, puisque dès mon arrivée, en fait, la première étape était de préparer justement cette phase d'appel à projet. J'ai mené conjointement avec le responsable qualité, directeur qualité, pas mal d'ateliers avec pour objectif justement de faire le point sur nos process, nos procédures, les normes qui avaient appliquées dans le champ justement couvert par le DUI. Et donc plus particulièrement sur la partie PPA, notre focus a été sur les modèles, de bien identifier les modèles de PPA qui étaient à l'époque donc utilisés en place, bien sûr s'assurer aussi de la façon dont c'était mis en place. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que au niveau d'API Noël, on parle là sur le déploiement de plusieurs types d'établissements. On intervient côté ESAT, SATRA, maisons d'accueil spécialisées, des foyers de vie, et puis dispositifs enfance. Pourquoi j'évoque ça? C'est tout simplement déjà cette première analyse de l'existant. Globalement, je notais une grande diversité dans les supports utilisés, et ça s'explique bien évidemment par les types de prestations et d'accompagnement qui sont réalisés dans le champ du travail et le champ de l'enfance ou maison d'accueil. On est quand même sur des approches qui sont assez différentes. Donc forcément, je me retrouve avec des grilles, des supports qui sont de différentes natures, et c'est logique. Au sein même de ces types d'établissements, normalement, chacun à peu près la trame, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. On va dire que certains établissements c'était aussi comment dirais-je, avaient adapté certains supports, et donc dans la pratique il y avait quelques petites déviances dans les règles et principes d'utilisation de ces supports. Dans les grandes étapes, ce que je vous propose, c'est que je reviendrai après peut-être un petit peu plus en détail. Bien sûr, on a, donc là je passe un gros saut dans le temps, on a la solution qui a été retenue, donc Vivality, et puis bien sûr, premier gros objectif, c'est d'aller regarder, comprendre comment le PPA allait pouvoir s'implémenter dans cette partie logicielle. On a réalisé ça, nous, avec un équipage projet qui est constitué de professionnels des établissements pilotes qu'on avait déterminés, donc une équipe restreinte, enfin il y a plusieurs, on parle là d'une trentaine de professionnels globalement, et l'objectif c'était avec l'éditeur de découvrir la façon dont on implémentait tout ça. Suite à cet atelier, l'objectif avec toujours ces pilotes a été de travailler ensemble, se dire ok, on a compris globalement comment l'outil fonctionne, et maintenant comment on va faire pour intégrer nos process en cours et faire en sorte que cet outil soit utilisé. Et ça, c'est un sujet universel, finalement. L'outil est très structurant. Alors, on est obligé, quelque part, de s'adapter, alors en bien ou parfois en moins bien, côté professionnel, et je reviendrai peut-être par la suite sur quelques exemples
bien particulier. Mais c'est vrai que ces structurations, on va le retrouver forcément aussi dans le process de réalisation du projet personnalisé, puisque là aussi un des constats, et je ne pense pas être très négatif ou trahir, enfin on n'a pas de particularité je pense par rapport à ça, c'est que bien sûr qu'il y a des temporalités, bien sûr qu'il y a des règles, et en fait sans outils, en fait, on n'a pas vraiment les moyens de piloter tout ça. Même s'il y a une organisation en place, on a des référents, bien sûr, projets qui sont désignés, etc. Hein, donc, je dis pas, hein, mes collègues travaillaient de façon déjà un peu structurée, mais voilà, il y avait quand même on passait parfois à côté de petites choses là-dessus. Donc quand on a déterminé dans l'étape 3 de façon un peu plus précise, on va dire une première proposition sur la façon dont on allait saisir en fait le projet qui était initialement saisi dans un document Word. Donc même s'il y avait une trame qui était globalement assez libre, on peut s'en accommoder à rentrer dans la logique de l'outil avec encore une fois on va dire des règles structurantes, parfois des contraintes. Et puis également dans la temporalité, pour bien caler, alors là on mettait davantage en exergue l'organisation en place avec le rôle des référents, et puis justement ce que permet l'outil de bien distinguer la phase d'initialisation, l'avis du projet, la préparation du bilan, et puis bien sûr la formalisation de bilan, hein, parce qu'il peut y avoir effectivement bilan intermédiaire. De tout ça, on a proposé des règles d'utilisation, alors qui est très axé finalement sur la partie logicielle, c'est-à-dire qu'après chaque établissement a pour finalité, et là alors tous ces travaux-là ont été aussi menés conjointement avec le responsable qualité hein, chez nous, qui était dans l'animation métier de ces sujets, et puis des cadres, des référents aussi des établissements, pour mettre en place ces règles d'utilisation. Donc je ne vous cache pas que sur cette partie-là, sur ce volet-là, on n'a pas encore complètement terminé, hein. C'est un projet, on a globalement déployé ça là sur tout l'établissement a été déployé à l'été, avant l'été ici 2024. Et donc forcément ces règles d'utilisation, les règles d'organisation aussi de façon très pratique hein, dans l'établissement pour se donner du temps, on va le voir, à formaliser tous ces éléments sont en cours. Et puis dernier point, c'est un petit peu en conclusion rapide, hein, c'est que bien évidemment, au-delà des aspects assez pratico-pratiques hein, liés à comment on va utiliser l'outil, quelles sont les règles d'utilisation, les procédures qu'on va pouvoir mettre en place, quand on rentrait dans le cœur du métier, ben, vous en avez déjà parlé largement, hein, c'est comment on structure ça, est-ce qu'on a des grilles communes pour parler des mêmes choses? Moi, je notais des difficultés parfois quand je rentrais dans le détail. La structure des projets est assez claire. Et les outils, la façon dont ils les implémentent sont, j'imagine, sur un cahier des charges, je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas vu, mais qui est commun. Et on retrouve les fondamentaux du projet, hein, forcément les attentes, les besoins, les objectifs, les activités. Et quand on rentre dans le détail des projets côté professionnel, j'ai fait l'exercice à plusieurs reprises, quand on fait lire des projets personnalisés, il y a forcément de l'interprétation. On va dire, ça pour moi c'est pas un besoin, ou ça c'est pas un objectif. Et puis pareil sur les activités, c'est sujet à interprétation. Et en fait, l'ADAPI Noël a lancé il y a quelques mois une démarche auprès du CREAGE justement, pour former l'ensemble de ces professionnels. Alors, sauf erreur, à l'exception des maisons d'accueil spécialisées qui ont une méthode, une approche un petit peu différente qui va être celle de Dominique Fiard de mémoire. J'espère ne pas me tromper sur le nom. Donc cette formation avec les CREA a pour objectif de mettre en place une démarche. Alors elle s'appelle Ma vie. C'est le modèle d'habitude de vie de mémoire. Et qui va en fait permettre d'établir déjà une méthode pour appréhender hein, justement tous ces sujets, de bien identifier les attentes, les besoins des personnes, d'avoir en parallèle aussi une grille par l'intermédiaire de Ma vie, donc qu'on retrouvait d'ailleurs dans les modèles de projets personnalisés, parce que je vais arriver à Séraphin, mais pour moi Séraphin c'était pas clairement identifié. Là aussi, l'outil permet, quand on va décrire les besoins, les activités, de faire des liens avec la grille Séraphin. On l'a présenté, hein, ça fait partie des règles d'utilisation, mais dans la pratique, moi j'ai noté que ce n'était pas forcément
beaucoup de retours de professionnels me disaient que c'était pas toujours adapté en fait. Là où la grille Ma Vie semble un peu plus complète et va permettre là aussi d'uniformiser l'approche de fond sur les projets personnalisés en établissant des règles plus pratiques pour qualifier les besoins, qualifier les activités. Donc ça tombe à point nommé, et ça, cette formation a démarré avant l'été et elle est en cours de déploiement sur l'ensemble des professionnels. Et donc on a pour objectif de retravailler justement ce que je mettais en point 5, oui, sur les règles d'utilisation, pour se dire, voilà, une fois que tous les professionnels auront été formés sur cette méthode et ces grilles, de finaliser ça en décrivant la façon dont on va l'implémenter dans l'outil. Pour revenir peut-être sur quelques éléments pratiques, donc en résumé, l'outil PPA, comme dans n'importe quel projet, j'étais organisateur dans d'autres secteurs d'activité par ailleurs, l'ESI a cet avantage, parfois un petit peu inconvénient, de structurer justement nos process, nos procédures. Et ça peut l'être sur des éléments très, très pratiques, c'est-à-dire que quand je suis arrivé sur les premiers projets personnalisés avec les collègues à essayer de l'implémenter dans l'outil Vivality, on me disait par exemple, si je veux saisir le besoin, j'ai pas assez de place, il me manque des caractères. Donc voilà, la question c'est combien il faut de caractères, etc. Puis quand on va regarder le besoin, on se rend compte qu'en fait, dans le besoin, on est peut-être trop large et qu'il y a peut-être des choses qui n'ont rien à voir avec le besoin de la personne finalement. Donc c'est ce petit détail, quand on fait ces ateliers de travail et de façon très pratique, ça remettait déjà en évidence la nécessité de devoir mieux qualifier finalement ce qu'on entendait par besoin. Ce que j'avais noté moi aussi dans les modèles de projets personnalisés, c'est que j'ai une classification forcément quand je vais appréhender notamment les besoins de la personne. On va retrouver dans le champ de l'enfance voilà, les thématiques, l'autonomie, la mobilité, etc., etc. Donc on retrouvait à chaque fois cette trame. Et là où l'outil en fait ne permet pas dans la saisie de reprendre en fait cette trame. Donc on s'accommodait quelque part des possibilités de l'outil pour essayer de faire intégrer cette trame, cette logique de trame. Donc c'est le côté un petit peu négatif. Encore une fois, l'outil va structurer. Il y a des possibilités, et puis parfois, voilà, il faut savoir l'aménager. Autre exemple, plus sur la logique organisationnelle, la façon dont on implémente, les possibilités qu'offre finalement l'outil vont nous permettre de mettre en exergue justement une organisation un peu meilleure, en tout cas de permettre aux professionnels d'être plus structurés en fait dans son suivi projet. Je vais m'expliquer. Dans Vivality, on a une phase d'initialisation du projet, on va reprendre les fondamentaux, attentes, besoins, objectifs et les activités qu'on va mettre en place. Une fois qu'on a réalisé ça, en fait, j'invite les professionnels, et là on a fait un support assez complet pour reprendre ces temporalités et ces possibilités dans l'outil. Une fois que les professionnels ont instancié, on va dire, initialisé ce projet, cette enveloppe projet, ce dossier, et bien derrière on va utiliser les plannings pour définir les prestations, les rendez-vous qu'on va réaliser avec la personne. On va pouvoir bien sûr dire que ces activités ont été réalisées, on va pouvoir y mettre des commentaires liés à ces prestations. En parallèle, on a aussi les écrits dans l'outil, on a des transmissions narratives, c'est un peu universel. Et puis on a des logiques d'écrit qui sont un peu plus métiers, donc ce qu'on appelle dans Vivality les suivis métiers. Et en fait, tous ces éléments-là, on va pouvoir les lier au projet. Et c'est assez nouveau pour les professionnels quand je leur présente ça, c'est comme si vous aviez des notes, en fait, vous mettiez dans le dossier de la personne, et puis quand on arrive à la phase de l'évaluation, d'un premier bilan, on va pouvoir rattraper en fait toutes ces notes, et chaque professionnel concerné par l'accompagnement de la personne va pouvoir rédiger sa synthèse. Et là aussi, l'outil, dans l'organisation de la préparation de ces évaluations, de ces bilans, va aider, mais il faut que voilà, les professionnels jouent le jeu quelque part, et cette rigueur au quotidien de gérer à la fois les prestations, les écrits, de pouvoir les lier au projet, pour que lorsqu'ils arrivent 6 mois, 1 an après,
à préparer cette synthèse, retrouver en fait tous ces éléments, et ça peut être un gain de temps. Et puis derrière, on rentre dans le détail aussi, du coup, pour les référents ou coordinateurs de projet, de comment ils vont pouvoir, grâce à ces synthèses et à l'outil, préparer déjà une première proposition de bilan qu'ils partageront ensuite avec les personnes accompagnées. Donc là, je rentre un petit peu dans le détail de tout ça, parce qu'en fait, tout ce que je viens de présenter, c'était bien sûr que ça existait, mais l'outil offre des opportunités de mieux gérer, de mieux suivre en fait ces process, ces procédures. On est capable aussi de planifier les réunions de projet, etc. Donc ça simplifie pour moi grandement l'organisation de ce projet, qui plus est facilite aussi la communication du projet personnalisé, parce que là c'était aussi, on va dire, pas évident de le constater, mais poser la question de savoir un professionnel, est-ce que vous pouvez me résumer le projet personnalisé d'un résident, d'une personne? Il n'était pas toujours en capacité de me répondre. Et là, dans l'outil, à tout le moins, quand on a renseigné le projet, à tout moment, n'importe quel professionnel, quand il va sur le dossier de la personne, peut retrouver dans sa synthèse les éléments de ce projet personnalisé. Donc voilà, tout ça va aider et renforcer, on va dire, la dynamique qu'on est en train de créer aussi avec ces nouvelles démarches MAVI pour retravailler en fait le projet personnalisé et homogénéiser, j'allais dire, davantage les pratiques, la façon de le renseigner, et puis d'organiser un peu plus, de façon un peu plus précise la façon dont on va l'alimenter, et on va animer en fait tous les professionnels pour suivre et faire que ce projet soit pleinement comment dirais-je, approprié, déployé auprès de tout professionnel. Et qui vivent aussi, que le BPA puisse vivre dans le DUI et aussi dans le quotidien des professionnels et de la personne accompagnée. Oui. Moi, j'entends assez loin, Alexandra. Voilà. Je parle peut-être pas assez fort. Non, je disais que c'est important. On voit bien que le BPA, en fait, c'est vraiment un élément vivant. On le disait tout à l'heure, dans la structure, et qui vit au quotidien des équipes, dans le quotidien de la personne aussi. Oui, c'est ça. Puis on en parlait là tout à l'heure un petit peu aussi en termes de statistiques, dans le suivi d'utilisation, c'est des éléments qui permettent aussi au cadre, directeur, directrice d'établissement, d'avoir une meilleure visibilité aussi sur ce qui est fait, même si les méthodes de comptabilisation sont un peu particulières de la part de CJ. On a déjà parlé à l'occasion de co-suivi avec vous, avec l'ARS. Mais voilà, le fait de rentrer dans cette logique outil, ça offre quand même pas mal de facilité sur le pilotage, l'animation derrière. Alors, petite question, si vous souhaitez intervenir, est-ce que le projet personnalisé est aujourd'hui renseigné dans votre DUI? Alors, n'hésitez pas à lever la main. Je peux peut-être juste compléter ce que je disais là par rapport à cette question, parce que quand on a dans les suivis d'utilisation des projets personnalisés actifs, l'interprétation qu'en font peut-être certains éditeurs, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a la possibilité de lier les écrits, notamment les suivis métiers, les transmissions narratives au projet. Et donc mes collègues, ce qu'ils ont fait, dans certaines structures, il n'y a pas forcément besoin de transmission narrative. En tout cas, ce n'est pas systématique, au contraire de foyers de vie, par exemple, où il y en a énormément, enfin il y en a beaucoup. Voilà, il y a certaines structures où il n'y en a pas. En ESAT, par exemple, il y a très peu de transmission narrative, sauf si la personne est dans le foyer, mais bref. Et donc, quand on regarde les statistiques, mes collègues vont renseigner le projet personnalisé sur les briques que j'évoquais tout à l'heure, bien sûr, les attentes, les besoins, objectifs, activités. Mais dans les suivis d'utilisation, ils ne sont pas comptabilisés comme actifs parce qu'il n'y a pas d'écrit qui est lié à ce projet personnalisé. Donc en termes de pilotage et d'animation, c'est vrai que les directeurs adjoints sont un peu démunis parce qu'ils ne se rendent pas vraiment compte en fait du travail qui est, sauf aller bien sûr dans l'outil et regarder les dossiers par dossier. Mais voilà, c'est des petites particularités quand on est dans une approche outil comme ça, c'est d'en connaître aussi les limites pour pouvoir
mettre un peu de recul par rapport à ces indicateurs notamment. Du coup, on voit bien avec vos 2 retours d'expérience, il y a un gros travail aussi d'anticipation au niveau des équipes. Alors, on vous a remis là toutes les ressources que vous aurez avec le support lorsqu'il est transmis. On a également mis des informations sur voilà, les fiches repères de l'ANS pour le volet EHPAD, résidence autonomie, la coordination de parcours. Et puis, voilà, on vous laisse réagir. Du coup, j'avais peut-être une petite question aussi pour vous. Par rapport, on a parlé à pousser le PPA vers le DMP. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Est-ce qu'on a des structures qui nous disent que finalement, le PPA, il n'a pas à se retrouver tel quel dans mon espace santé pour plusieurs raisons, en fonction de qui a accès, en fonction des informations qui sont contenues. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur ce point? Marine, David, vous avez un avis sur la question? Nous, au niveau de la MICEP, effectivement, on s'interroge même dans le cadre de la grappe ESMS qu'on constitue. À partir du moment où il y a des objectifs, par exemple, en lien avec la santé, effectivement, ça peut faire sens qu'ils soient déposés sur le DMP. Mais après, effectivement, aujourd'hui, si on bascule notre projet personnalisé dans son intégralité, il y aura forcément des données plus sensibles et qui appartiennent à la personne qui risquent d'être déposées. Donc, effectivement, on s'interroge de notre côté sur les enjeux de partage d'informations en direction du DMP. Ouais, je peux peut-être compléter ça. Il y a effectivement un réflexe de la part des professionnels de dire à partir du moment où on va le mettre dans mon espace santé, c'est qui a le droit de le voir, qui veut le voir. Là, il y a toujours bien sûr en premier lieu le consentement de la personne. C'est le sujet de base. D'une façon générale, ce que je note aussi, est le DUI, parce que Marine, j'ai noté que vous étiez déléguée à la protection donnée, sur justement le fait que, pour faire simple, ce qu'on raconte aux collègues, c'est que tout ce que l'on consigne en fait dans l'outil, et ce qu'ils avaient normalement déjà dans les dossiers, la personne a un droit d'accès. Le projet personnalisé, typiquement, c'est un projet qui est voilà, par nature, par essence, bien sûr, accessible à la personne. Et donc ça veut dire aussi derrière que faut là aussi, je pensais plus dans les réflexes, un quotidien, parce que dans la logique, dans la dynamique, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. Mais voilà, c'est sur des détails, quand on reprend certains écrits, quand on prend... il faut sans cesse rappeler, en fait, ce principe clé qui est de dire tout ce que je consigne, tout ce que j'écris quelque part, la personne, mon entourage doit pouvoir y accéder. Et voilà, donc sur la partie DMP, nous, on démarre là... Vraiment, l'alimentation, c'est un sujet. Je ne sais pas comment ce sera vu par les professionnels. Pour une grande majorité, il n'y a pas de sujet. Bien sûr, toujours avec le consentement de la personne, de pouvoir l'alimenter. Mais il va falloir quand même que je les rassure sur la matrice pour pouvoir expliquer un minimum en détail qui va devoir y accéder. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de questions sur la partie mon espace santé, parce que je vais peut-être dire quelque chose de pas très agréable, mais c'est vrai que on est au balbutiement en fait, de l'alimentation du DMP. C'est aussi pour ça qu'on a ces solutions, mais ça viendra, ça va forcément s'intensifier dans le temps, ces réflexions. À partir du moment où on aura des dossiers qui seront bien alimentés. Et puis en plus, là, donc, il y a le Conseil constitutionnel qui a rendu un avis qui valide en fait la matrice d'habilitation. Et pourtant, on voit bien que, même dans les commentaires qu'il peut y avoir au niveau de l'avis du Conseil constitutionnel, le discours est souvent de dire les professionnels de santé, finalement, qui ne sont pas de santé, vont aussi avoir accès, alors que c'est bien spécifique. C'est les personnes du secteur social et médico-social, c'est important de le rappeler. Leur rôle, il a été bien identifié dans la matrice d'habilitation et ils n'ont pas accès à tout. Mais est-ce qu'ils se sentent, vous sentez-vous que les équipes se sentent légitimes pour déverser dans le DMP? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des réactions peut-être aussi de médecins libéraux, au contraire, qui
c'est quand même le Conseil de l'ordre des médecins qui a saisi le Conseil constitutionnel. Donc, est-ce que vous, sur le terrain, vous avez des réactions par rapport à ça? Nous, de notre côté, au niveau de la MICEP, on est vraiment au départ ici en termes de déploiement. Donc, on est plus, on va dire, sur une échelle, sur un groupe plutôt stratégique à s'interroger, nous, à notre niveau, sans forcément encore avoir fait une vague de communication sur le terrain. Donc, on est vraiment plus dans un premier niveau, au niveau de la grappe, avec les autres acteurs de la grappe du projet VSMS, à s'interroger en termes de communication et derrière sur ce que ça va impliquer. On n'en est pas encore à, voilà, à une communication et à des échanges avec l'ensemble des professionnels. Alors, Frédéric Lepotier, vous nous dites le PP est validé effectivement si par la personne accompagnée doit parfois être réadapté pour être compris par la personne. Est-ce que ça veut dire que finalement, enfin, vous parlez du DMP, c'est-à-dire ce qui va être poussé vers le DMP, c'est une synthèse du projet personnalisé qui est facilement compréhensible? C'est toute la complexité en fait de effectivement pousser ce PP aussi. S'il est destiné à l'usager, sous la forme dans laquelle on va le pousser à partir du DUI, pour quelqu'un qui ne lit pas et qui a besoin d'une réadaptation en facile à lire et à comprendre, ça pose question. Parce que du coup, pour qu'il puisse valider et comprendre, il faut réadapter le document. Et ça, actuellement, dans les outils, en tout cas dans ceux qu'on a actuellement, il n'y a pas cette possibilité-là. Donc il y a un retraitement par les équipes pour que, en fait, le document soit compréhensible. Et du coup, le pousser par le DUI, ça répond pas à cette demande-là. Ouais, complètement. Effectivement, c'est un constat partagé, nous, sur notre solution également. En fait, c'est un bon outil de coordination, d'avoir le PIA, un bon outil de pilotage entre professionnels, mais par contre, effectivement, il n'y a pas encore de possibilité d'adapter son format à la bonne compréhension de la personne. Donc, ça présente effectivement des limites. Alors, ce temps maintenant, il vous est dédié. Si vous avez des questions ou des réactions par rapport on voit bien que dans les participants, pardon, il y a un petit peu tous les secteurs qui sont représentés. Donc, vous souhaitez peut-être nous faire part d'un retour d'expérience. On a encore un peu le temps, que ce soit secteur aussi PA, domicile, peut-être protection de l'enfance, ou je vous laisse lever la main et intervenir. Ce qui serait peut-être intéressant, je parlais tout à l'heure du fait que l'outil, par sa conception, va nous aider ou va donner des contraintes, et d'avoir un petit panorama de la façon dont les projets sont gérés par les solutions, par les éditeurs aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça semble à la fois évident et banal ce que je veux dire, mais ce que je disais tout à l'heure, ça va offrir des opportunités sous certains aspects, des contraintes sous d'autres, et donc ça va fortement influencer, si on part du principe que ça doit être utilisé, encore une fois. Voilà, le fait ces aspects structurants-là sont indéniables, donc le fait d'avoir un ordre d'idée de la façon dont chacun a implémenté ça, moi ça m'intéresserait d'avoir savoir comment ça a été mis en place chez NetSoin, etc. En dehors des aspects métiers, c'est vraiment la partie fonctionnelle, la façon dont l'éditeur a conçu, on va dire, cette logique d'implémentation du PPA pour répondre à tout ce qu'on a déjà dit. La possibilité de paramétrer, par exemple, la description des besoins, les formulaires de besoins, des grilles éventuelles qu'on peut adjoindre, etc. Je dois dire que nous, du côté de Media Team, là-dessus, on a été très 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 bien accompagnés. Parce que dès le départ, dans notre cahier des charges, on avait précisé cette grille spécifique, qui est celle du Passpart. Et vraiment, on a eu les développeurs, on a eu vraiment énormément de réunions pour l'adapter. On a eu des contraintes liées aussi à la formalisation du PP dans l'outil. Il y a certaines choses qu'on pouvait modifier, d'autres qu'on ne pouvait pas.
Donc il a fallu avoir des échanges justement entre les porteurs du Passport et Mediateam, tout en ayant aussi le fait de ne pas perdre aussi les items Séraphin, puisqu'on savait que demain ce serait un enjeu. Donc il y a eu un réel travail sur le sujet, et je dois dire que là, en termes de réactivité, nous on était très contents de notre éditeur, et sur cet accompagnement-là, ils ont été très bons. Nicolas Pézeron sur NetVie, est-ce que vous souhaitez intervenir? C'est très intéressant les différents échanges, parce que c'est effectivement, je rejoins ce que disait David, hein, le logiciel va aussi nous imposer des contraintes. Et typiquement, là, je regardais si on avait cette notion d'évaluation intermédiaire, hein, dont on parlait, Marine. C'est quelque chose qu'on n'a pas sur Netsoin, ou alors je l'ai pas trouvé. Et je pense qu'on va avoir en vous écoutant, en fait, je pense qu'on va avoir un travail métier à mener, hein, pour effectivement mieux accompagner nos équipes sur le passage du PP papier vers le PP NetSoin. Voilà, notamment, je vois la notion de besoin, je la retrouve pas non plus dans le projet personnalisé. Il y a une notion d'objectif qui va être un peu la même chose, mais je crois qu'on a un travail à faire d'accompagnement, en fait. Ouais. Et du coup, pour compléter, Jacques, moi, du coup, j'avais participé à la formation du CREAI sur le projet personnalisé pour rebondir aussi à vos différents propos. Effectivement, dans cette présentation du CREAI, donc il y a un focus, il y a une journée sur la méthode Ma Vie également. Et du coup, effectivement, alors nous, on n'a pas fait le choix de former tous nos professionnels, mais par contre, en fait, notre logiciel métier, il dispose effectivement d'une fonctionnalité de recueil des habitudes de vie. Donc du coup, par ce biais-là, effectivement, on invite les professionnels dans l'élaboration du projet, c'est un préalable à recueillir effectivement les habitudes de vie de la personne, donc en la prenant dans sa globalité, permettant effectivement de définir et d'évaluer du coup des besoins par thématique, par habitude de vie. Et c'est vrai que ça, c'est un élément qu'on n'a pas forcément dans nos méthodos vraiment initiales dans le cadre de l'élaboration des projets, c'est vraiment un plus. Alors parfois dans nos solutions, ils sont associés directement au projet personnalisé, des fois ils se retrouvent dans d'autres thématiques. Nous, malheureusement, il n'est pas associé au projet personnalisé, mais il est quand même disponible dans le logiciel. Donc il faut aussi découvrir toutes les fonctionnalités aussi que proposent vos éditeurs, différents éditeurs. Et parfois, alors, à s'arranger un petit peu avec les différentes propositions. Et nous, on fait des demandes d'évolution auprès de l'éditeur aussi pour améliorer en fait aussi le cahier des charges et nos attendus pour que le logiciel métier réponde de plus en plus à nos attentes en fait et à nos spécificités. Peut-être un tout dernier point là par rapport à ça, le fait d'être rentré. On avait quelques établissements qui étaient déjà équipés de solutions DUI. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en avait. Il y avait Mediateam notamment, PSI aussi. Ce que j'ai noté, c'est que les projets personnalisés, c'est les seuls. Enfin, les seuls. Ils n'étaient pas implémentés dans l'outil. C'est-à-dire qu'ils ont gardé leur façon de travailler sous Word. Ils n'étaient pas intégrés en fait pleinement dans l'outil. En tout cas, il n'y a pas eu ces démarches menées. Pour certains, ça fait 10 ans qu'ils sont équipés qui est équipé notamment de Mediateam. J'avais noté ça et c'était bizarre et je ne comprenais pas pourquoi. Et effectivement, je pense que là, ça nécessite un gros travail de remise à plat sur la partie métier, de la façon dont on adresse ce sujet-là, et puis une volonté forte. Alors on a une contrainte liée au financement et c'est normal de pouvoir l'utiliser, mais c'est vrai que ça aide aussi à forcer les organisations à rentrer sur quelque chose d'un peu plus structurant. Encore une fois, j'étais frappé de voir que ils utilisaient Mediateam. Oui, les projets personnalisés, on montrait, mais c'était un document Word. On utilisait la GED, en fait, Mediateam. On n'était pas dans cette logique de structuration que j'évoquais là tout à l'heure pour bien caler les attentes, les objectifs, etc. Ils le faisaient par ailleurs dans le document, mais voilà, le fait de le faire dans le document,
encore une fois, ça a des avantages et inconvénients, mais ça laisse beaucoup de libre interprétation. Et au final, voilà, comme je disais, quand on faisait relire les bilans professionnels à des professionnels d'autres établissements, ils ne comprenaient pas trop. Il y avait beaucoup de questions sur le fond, quoi. Oui, j'appuie aussi David là-dessus sur ce sujet-là, puisque on avait aussi Mediateam sur un tout petit service chez nous, sur un SAVS, et l'outil, entre la version qu'on a actuellement dans le cadre du DUI, le SMS numérique et l'outil qu'ils avaient, il y avait un gros écart. Là, on a un module qui est tout neuf au niveau du PP, en plus, qui a été implémenté cette année. Donc clairement, oui, les choses, il faut faire attention effectivement entre les versions des logiciels qu'on peut avoir parce qu'on les achetait sur une version donnée et qu'on payait pas forcément les évolutions et les versions qu'on a actuellement. Il y a un gros écart. Ouais, d'où ma remarque tout à l'heure de voir le champ des possibilités qu'offrent les solutions du marché par rapport à ça, pour qu'on se rende Tout à compte fait. et oui, c'est vrai, il y a cette différence. Et vous parliez tout à l'heure des données de pilotage. Est-ce que, alors c'est peut-être un petit peu tôt dans vos projets, mais est-ce que vous pensez qu'en tout cas, tout ce qui est renseigné aujourd'hui dans les PPA, qui alimentent le DUI, il va peut-être changer des choses à la fois au niveau du management et puis peut-être au niveau même des objectifs de la structure en elle-même? Je ne sais pas si vous avez des objectifs qui remontent un petit peu tout le temps au niveau des PPA. Ça peut donner aussi des actions à mettre en place dans les structures. Ça donnera une meilleure lisibilité, clairement, puisqu'on va structurer les choses et on va harmoniser les choses avec le DUI. Donc en termes de pilotage, on va y gagner. Et les équipes dirigeantes vont aussi avoir une meilleure visibilité des services, en fait, je pense. Maintenant, effectivement, comme on dit, on est encore très tôt pour avoir le réel apport qu'on aura derrière. Mais je pense que le fait de structurer les éléments va de toute façon faciliter la comparaison, les éléments et les évolutions et l'accentuation sur certains points. Tout à fait. Peut-être rendez-vous dans un an en fait pour voir où on en sera J'espère. sur ce sujet-là. J'espère aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas de main levée. Donc, on a, voilà, l'impression qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, pour le moment. Bah, si ça vous convient, je vous propose de nous arrêter là. Merci encore à tous et spécialement à Marine et David de nous avoir fait leur retour d'expérience, mais merci aussi aux personnes qui ont apporté leur retour. N'hésitez surtout pas du coup à nous faire un retour aussi de ce que vous avez pensé sur le webinaire, parce que c'est important en fait qu'on sache est-ce que le sujet vous a intéressé, la manière dont s'est déroulé le webinaire vous a plu. C'est très important. Et puis également, au niveau du collectif, on vous laisse nos contacts. N'hésitez pas si vous le souhaitez, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire au Flash Info et au compte LinkedIn. Je le redis, tous ces travaux qu'on mène, c'est vraiment porté par les fédérations, mais par vous, en fait, par toutes les structures du secteur social, médico-social. C'est vos moments à vous. Donc, si jamais vous avez des retours à nous faire, surtout n'hésitez pas. On est très preneurs, que ce soit sur tous les événements, les réseaux sociaux, etc. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, donc, une dernière fois, ce PPT vous sera transmis par mail. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Oui, vous aurez, Madame Bigot, le PowerPoint et le lien vers le replay.